Bonjour à tous, moi c'est Laurent Fèvre, je suis infirmier coordonnateur technique à l'hôpital Nord-Franche-Comté et avant toute chose, merci à Estelle et au comité scientifique de m'avoir demandé de parler de cette thématique-là. Et aujourd'hui, je vais vous parler des mesures objectives en réanimation. Alors, je vais essayer de vous parler de ça, de vous démontrer que c'est intéressant d'utiliser du matériel qui donne plutôt une estimation objective de ce qu'on fait. Alors, vous allez voir, vous pouvez préparer vos téléphones parce qu'on va faire un petit quiz VooClap et j'aimerais bien vous interroger sur deux, trois pratiques. Okay, ça va rendre le topo un peu plus ludique. Alors, même si je parle un peu de matériel, moi je ne suis pas payé pour parler de matériel, j'ai aucun conflit d'intérêt avec les gens qui vendent, avec l'industrie qui vend du matériel. Alors, je me suis posé la question tout à l'heure, en faisant ce topo, je me suis dit, mais est-ce que je crée un cas clinique un peu long à expliquer? Ben non, parce qu'on est tous des infirmiers de réanimation. On a tous pris en charge des patients en SDRA sévère, des patients lourdement sédatés, analgésiés et curarisés. Donc, je pense qu'on a tous en tête des exemples de patients qui sont en détresse respiratoire aiguë et qu'on prend en charge et qui sont bien sédatés. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas fait de cas clinique. On a tous en tête qu'un patient qui est pris en charge pour un SDRA, on lui met en place une sédation, mais je vous rappelle que la sédation, ça a pour but de diminuer l'anxiété, le stress. Par contre, la douleur et la motricité, ils sont toujours possibles. Donc ça, c'est important à le savoir. De cette même manière, effectivement, un curare, quand on administre un curare à un patient, au final, il peut avoir de l'anxiété et il peut avoir de la douleur. Et quand on injecte uniquement en monothérapie de l'analgésie, le patient il peut être anxieux et il peut bouger. Voilà. Donc l'intérêt, vous l'avez bien compris, c'est d'utiliser, de gérer ces trois, l'anxiété, l'analgésie et le relâchement musculaire grâce à des curares dans la prise en charge du SDRA. Mais ça, c'est le préambule. Et je me dis, mais les curares dans le SDRA, qu'est-ce qu'il en est? Parce que en faisant un peu une revue de la biblio, donc je me suis amusé à regarder ce qui se passait dans la biblio. Et effectivement, je me suis intéressé à deux études à Curasis. D'ailleurs, il y a Sabine qui est là, qui a participé à Curasis avec l'équipe de Laurent Papazian à Marseille, et l'étude Rose. Donc juste une petite diapo là-dessus. L'étude à Curasis a démontré une diminution de la mortalité à 90 jours chez les patients qui bénéficiaient de curares dans le cadre du SDRA. Voilà, l'autre étude qui est sortie, cette étude de Laurent Papazian datée de 2010-2011, une étude nord-américaine, Rose, et elle ne démontrait pas de différence de mortalité. Voilà, en tout cas, ce qu'il est important de savoir, c'est que même s'il n'y a pas de différence de mortalité dans le SDRA en utilisant des curares ou pas par rapport au groupe contrôle, en tout cas, c'est un médicament qu'on a dans notre arsenal thérapeutique. Et en fait, le but, il faut éviter, le but, c'est que nos patients puissent se laisser ventiler quand ils sont atteints d'un SDRA. Et moi, dans ces études que j'ai regardées, j'en ai parlé avec Sabine tout à l'heure, et je me suis dit, mais pourquoi ils utilisent des doses de 37,5 mg/h de curare? Quand je vois ce que nous, on utilise à Trévenant, on se dit, nous, on est plutôt à 20 mg/h, et je me suis dit, voilà, on va essayer de voir si on peut, si ça sert à quelque chose de monitorer l'injection de curare. D'ailleurs, l'équipe de Sabine et de Laurent Papazian à l'époque ont fait une autre publication sur un protocole, un algorithme pour savoir comment on peut réduire l'administration de curare chez nos patients. Alors moi j'ai fait un peu de revue de la biblio, la conférence les RFE SRLF de 2019, vous connaissez tous cet algorithme de prise en charge du patient en SDRA. Elle dit clairement dans un accord assez fort qu'il faut utiliser un curare en cas de SDRA chez les patients qui ont une PAFI inférieure à 150 afin de réduire la mortalité. Et le curare doit être administré précocement et au maximum pendant 48 heures, avec une réévaluation quotidienne. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Je suis allé voir à l'ASFAR. L'ASFAR, j'ai rien trouvé.
aucune mention sur l'utilisation de curare dans ces dernières RFE. Et je suis allé aussi sur l'European Society d'Intensive Care Medicine qui déconseille l'utilisation systématique de curare chez les patients en SDRA. Alors, je vais juste... Je vais juste aller sur Booklab. Donc, vous pouvez d'ores et déjà prendre vos téléphones. Voilà, donc si vous voulez bien, vous pouvez vous flasher ce petit QR code. 152 personnes. C'est bon? Je peux passer la diapo? OK. Alors, la première question que je vous pose, c'est dans le cadre de la prise en charge d'un patient en SDRA, sédaté, curarisé, monitorez-vous la curarisation? Je vous laisse quelques secondes. Il n'y en a que 85 qui ont répondu sur 156, mais en tout cas, on voit qu'il y a une grande majorité des gens qui monitorent la curarisation, donc c'est plutôt une très bonne chose. Alors, deuxième question. Si oui, quel dispositif utilisez-vous? Donc là, je ne vous aide pas beaucoup. Voilà, on va faire un nuage de mots. Voilà, merci. On ne peut plus voter. Alors, ce qui ressort, c'est le TOF, mais on voit quand même que dans la salle, il y en a qui monitorent le cure avec du bis, par exemple. Voilà, bon, en général, je vois qu'il y a des nouvelles, on voit qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, mais qui ne sont pas utilisées à bon escient. Le QCON, par exemple, de chez Fresenius. Le SEDline, plutôt pour la sédation. Voilà. Mais en tout cas, vous savez, dans le nuage de mots, plus le mot est gros, plus meilleur, enfin, plus il y a de réponses. Donc, effectivement, de plus en plus, vous utilisez le TOF. Je vais revenir sur mon diaporama. Hop. Alors, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi c'est important de monitorer du curare. Alors, moi, la première question, c'est déjà s'assurer que le patient, il est effectivement curarisé. C'est quand même important de savoir s'il est curarisé. Mais aussi, c'est important de savoir si la curarisation n'est pas maintenue à un niveau trop profond. D'ailleurs, je mets en lien à cette petite phrase l'étude de l'équipe de Marseille qui, eux, ont réfléchi déjà en 2017 à un protocole pour réduire les doses de curare chez les patients. Mais aussi, ce qui est important, c'est il faut savoir qu'il y a une grande variabilité du métabolisme en réanimation des curares. Vous savez que quand vous utilisez du magnésium, des bêta-bloquants, même des antibiotiques, des aminosides, ça peut interférer sur l'assimilation du curare. Donc c'est important de monitorer rien que pour ça également, quoi. C'est important de limiter les surdosages et le risque de neuromyopathie, de réanimation. Alors même si Accurasis à l'époque a démontré qu'il n'y avait pas plus de neuromyopathie avec le groupe Curare, voilà, on est resté sur 48 heures en fait, quoi, hein. Et puis après, en réanimation, on n'est pas au bloc opératoire, on n'est pas en salle de réveil, mais en tout cas, c'est important quand même de s'assurer que le patient n'est plus curarisé avant de l'extuber. Pour ça, vous faites le T4 sur T1, ça vous arrive de le faire en réanimation? Pas trop? Alors moi, je ne voulais pas le mettre dans le protocole que je vais vous présenter là, mais le jour où c'est que j'en ai discuté avec pas mal de médecins qui faisaient le protocole, eh ben, on a eu un exemple. C'est un patient, le bloc avait des problèmes, on a fait une endoscopie en réa sous curare, et le médecin anesthésiste qui est venu en réa faire l'examen a dit très simplement bon, mais c'est bon, hein, dès que tu as un TOF à 4, dès que tu as un TOF normal, tu peux extuber ton patient. Sauf que le TOF était à 4, mais le T4 sur T1 était bien inférieur à 90%, et il a fallu réintuber le patient. Enfin, vous imaginez tout, vous imaginez ce que ça peut engendrer. Voilà. Alors, à votre avis, quel est le mode le plus adapté pour monitorer la curarisation en réanimation? Qu'est-ce que vous utilisez pour monitorer? Est-ce que vous utilisez le PTC, le post-tétanique count ou le compte post-tétanique? Le TOF, le Train of Four, ou le ST, le Single Switch?
Voilà, bon, on voit bien que la majorité des gens utilisent le TOF, hein, c'est une très bonne chose, hein, puisque l'objectif d'utiliser des curares en réanimation, c'est bien que le patient se laisse faire par le ventilateur, et on n'est pas dans le cadre d'un bloc opératoire avec une curarisation très profonde, notamment chirabdo, etc., où on a besoin du PTC, où les patients sont très lourdement curarisés. Voilà, donc je retourne à mon diaporama, je suis désolé. Hop. Voilà, j'essaie de jongler. Donc les modes qu'on utilise effectivement, c'est le train of four et on utilise ça en réa. Et vous allez voir que je vais vous présenter juste après là un protocole qu'on a essayé de mettre en place sur la gestion des curares en réanimation et que voilà, on n'est pas forcément un objectif nous de TOF à 0 chez nous, puisque l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que le patient se laisse ventiler par la machine. Voilà, donc juste une petite slide hein, pour vous montrer qu'effectivement la différence entre une curarisation en réanimation, un TOF à 4 qui descend 3, 2, 1, 0, et ensuite en dessous de 0, en fait on passe à la curarisation profonde quand les doses augmentent, et là on a effectivement une stimulation beaucoup plus agressive avec 5 secondes 10 secondes de tétanos et ensuite 5 secondes de tétanos pardon, et ensuite 10 impulsions, et en fait moins il y a d'impulsions au PTC, plus le patient est lourdement curarisé. Et nous vraiment dans notre protocole on travaille vraiment avec un objectif TOF à 1. Voilà, on retourne. Est-ce que là, ça va marcher? Non. Alors, on va continuer dans nos questions. Alors, dans le cadre de la prise en charge d'un patient SDRA sédaté curarisé, comment évaluez-vous la sédation de votre patient? Voilà, donc là, on lance ce chrono. Est-ce que vous utilisez le Ramsay, le RAS, le QCON? Je n'évalue pas parce que le patient est curarisé. L'index bispectral ou le SEDLine? On l'a vu tout à l'heure sortir le SEDLine, hein. Voilà, c'est terminé. Alors là, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens dans la salle, là, 72%, utilisent le RAS chez un patient curarisé. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous choque? Ouais, moi aussi, ça me perturbe cette réponse, puisque un patient curarisé, par définition, on va bloquer les muscles striés, donc normalement le patient ne peut plus bouger. Donc voilà, on a du mal on peut pas évaluer un patient curarisé avec le RAS. Et je vois que 40% des réponses utilisent l'indice bispectral. Voilà, donc je ne sais pas qui utilise le bis dans la salle. Vous pouvez lever la main? Ok, très bien, très bien. Alors, on va voir pourquoi le bis peut être intéressant, mais attention, le bis, c'est quand même un élément utilisé avec précaution, puisqu'il va falloir quand même connaître 2-3 éléments importants avant d'interpréter un bis. Alors, nous y voilà, on retourne. Alors, comment monitorer la sédation d'un patient curarisé en réanimation? Alors, effectivement, je vous ai mis plusieurs techniques. Hein, le BIS, hein, l'indice bispectral. On peut parler du SEDLine. Là, il y a bon, je l'ai pas vu encore, mais il y a le con qui est en train de sortir de chez Fresenius. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice bispectral, je vais vous parler de ça parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, c'est ce qu'on utilise chez nous en réanimation. C'est un appareil qui est dérivé de l'EEG, en fait. Il moniteur l'activité cérébrale. Par contre, il peut être artefacté dans plein de contextes différents, par l'activité musculaire, par la couverture chauffante, si le patient est hypotherme, s'il y a un PES, etc. Donc, c'est quand même important de bien connaître les éléments qui peuvent perturber ce BIS. Alors, le BIS, il est exprimé dans une échelle de 0 à 100. Et 0 étant un patient qui a un EEG plat, il n'y a plus aucune activité cérébrale, et un BIS supérieur à 90, c'est plutôt un patient qui est éveillé. Alors l'objectif qu'on a nous en réanimation, c'est un BIS entre 40 et 60, voilà, pour limiter le risque de mémorisation. Je vous rappelle que si un patient est curarisé sans être sédaté ni analgésié, ça peut être catastrophique, hein, il peut faire des névroses post-traumatiques. Moi, je me rappelle d'un cas il y a très longtemps où un patient était descendu du bloc. Je crois que c'était un patient qui a un épanchement péricardique, qui avait eu besoin de curarisation. L'anesthésiste n'avait pas forcément mis des grosses doses de sédatifs. Et le patient, quand il arrive en réa, il nous a dit
Je me rappelle du tout, j'ai eu mal, etc. Il a été curarisé, mais pas assez sédaté. Et donc, c'est quand même assez problématique. Voilà, donc l'objectif 40 à 60, et c'est interprété avec prudence, puisqu'on l'interprète toujours avec une indice de qualité du signal qui est optimal. Plus si la qualité du signal elle est importante, supérieure à 70, on dit, mais nous, chez nous, on a mis plutôt 90. Et puis aussi, un EMG, l'électromyogramme, il faut qu'il soit inférieur à 30, voire même encore plus bas, pour pouvoir interpréter correctement cet examen. Donc, on voit bien ici que à partir d'un bis entre plus de 50, on a une perte de conscience qui est supérieure à 95%. Voilà. Après, effectivement, en réanimation, d'avoir un bis qui est très bas, il faut se poser la question s'il n'y a pas un surdosage de sédatifs, quoi. Je repasse sur mon... Je suis désolé, sur mon VooClap. Et on va poser la dernière question. Alors, dans le cadre de la prise en charge de ce même patient qui est curarisé, sédaté, etc., comment évaluez-vous la nociception du patient comment vous évaluez la douleur? Alors, on voit bien déjà dans les réponses qui s'affichent là au tableau que, un peu à l'instar de ce que vous avez répondu pour la sédation, avec l'utilisation du RAMSEE ou du RAS, et bien là, on utilise aussi en majorité l'échelle du professeur Payen, l'échelle BPS, et ça se rééquilibre. Voilà. Donc, même constat, en fait. Un patient curarisé, c'est un patient, on ne va pas avoir de mimique du visage, on va pas avoir de signes de douleur. Alors, il y a une autre réponse qui me va bien, hein, c'est en interprétant les variations de la fréquence cardiaque. On a tous vu un patient passer analgésié qui monte sa fréquence cardiaque, on fait un soin douloureux en réanimation. Et ça peut effectivement avoir un impact. Et je vois également que peu utilisent... il y en a qui n'évaluent pas du tout l'analgésie des patients quand ils sont sédatés, curarisés. Et puis, très peu utilisent la vidéopupillométrie. Là, juste un petit sondage, il y a qui a la vidéo, qui a l'Agiscan, par exemple, dans son service? Vous l'avez aussi à Clermont? Depuis un mois. Ok. J'en ai fini avec mon VooClap. Je retourne vite sur le diaporama. Alors, juste la pupillométrie Agiscan, là je vous parlais, parce que nous, là, depuis quelques années, vous savez qu'avec cet appareil-là, on peut faire du Neurolight, on peut faire aussi de l'Agiscan, de la pupillométrie. Alors, juste le principe, hein, vous savez, quand vous avez mal, la zone, quand vous n'êtes pas sédaté, quand vous avez des douleurs, c'est la zone corticale qui rentre en action, hein. Vous allez avoir des réflexes, vous allez avoir mal, vous allez crier, vous allez bouger. Par contre, quand vous êtes sédaté, en fait, c'est plutôt la zone sous-corticale qui va agir avec le système autonome, c'est-à-dire on peut avoir une variation de la fréquence cardiaque, une variation de la pression artérielle systolique, mais aussi on peut avoir une vasodilatation de la pupille. Et ce qui est intéressant, c'est très simple, hein, c'est que voilà, on va vous faire mal et on va voir si vos pupilles, en fait, elles se vasodilatent. Et donc, fort de ce constat, l'équipe de Marseille, hein, d'IDEMED, s'est dit, tiens, si on fait comme un peu le TOF, si on met des pastilles et on injecte un peu de courant électrique à nos patients et on regarde avec la Giscan, avec le pupillomètre, et si notre pupille elle se dilate, ça veut peut-être dire que notre patient il a mal. Donc c'est un moyen quand même très intéressant pour surveiller l'analgésie du patient, la nociception du patient qui est curarisé. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est éthique de balancer du courant électrique chez un patient qui n'est pas suffisamment... Alors, ils ont été plutôt ingénieux puisqu'ils y vont par étapes. Au début, ils envoient un courant très très faible, 10 mA. Et si là, on a un réflexe pupillaire qui est supérieur à 13%, tac, la machine elle arrête et elle nous donne un score de 9. Par exemple, donc 9, c'est plutôt une analogie très légère. Voilà. Donc, si le patient ne répond pas à 9, la prochaine impulsion, c'est 20 mA, ensuite c'est 30 mA, et à partir de 40 mA jusqu'à 60 mA,
Si le patient a une dilatation pupillaire supérieure à 13%, on parle d'analgésie qui est modérée. Et au final, si malgré 60 mA de courant électrique, et si le patient n'a pas n'a pas de dilatation pupillaire, on peut dire que l'analgésie, elle est profonde. Donc c'est quand même un élément très intéressant pour surveiller l'analgésie de nos patients curarisés. Okay. Bon, il y en a qui peuvent utiliser aussi la variation de la pression artérielle, etc. Il y a l'ANI au bloc qui le fait un petit peu. Voilà, j'ai pas l'expertise sur ce, voilà, mais je trouve que c'est beaucoup plus objectif d'utiliser la pupillométrie. Voilà, donc juste avant de terminer, moi je vais vous expliquer la proposition de protocole d'administration des curares qu'on a mis en place chez nous. Tout d'abord, la première des choses, vous l'avez bien compris, hein, on va adapter la sédation des patients. On va vérifier que le patient est bien sédaté, qu'un objectif RAS à -5. Ensuite, on va adapter la sédation. On va mettre en place le BIS avec un objectif entre 40 et 60. Ensuite, on va initier le curare. Donc, on va préparer un pouce électrique. Ben, on a tous, hein, on utilise une Abex, du cisatracurium, 150 mg dans 30 ml, avec une petite ampoule de 5 mg par millilitre. On va faire un petit bolus de 0,2 mg kilo. Et ensuite, on va mettre une dose d'entretien de 0,2 mg kilo/heure avec une seringue, avec la seringue que nous avons préparée. On a la possibilité de faire des bolus de rattrapage de 0,05 mg par kilo si le TOF il est supérieur à 2. Alors, la mise en place du TOF, hein, je pense que tout le monde sait, hein, on ne se trompe pas, hein, c'est bien sur le nerf ulnaire hein, qu'on met les pastilles. Il faut bien vérifier que le TOF scan que tout est dans le vert en fait, hein, que le niveau d'impédance est dans le vert, parce que des fois, chez les patients inflatés, on peut avoir une impédance qui n'est pas bonne, et puis bien surveiller le niveau de charge de la batterie, voilà, et ensuite on appuie pendant 2 secondes sur le bouton qui fait le TOF. Juste un truc aussi par rapport au TOF, on peut utiliser du NMT de chez Philips, de chez Mindray, de chez GE, etc. Mais par expérience, les TOF tridimensionnels, ils sont très intéressants parce qu'ils permettent ils fonctionnent dans toutes les positions de la main. Et ça, c'est quand même un élément très intéressant. Et ensuite, notre objectif TOF, il est de 1. Donc si le TOF il est à 1, même dose, on ne change rien. Si le TOF est supérieur à 1, on fait un bolus de 0,05 mg kilo et on va majorer la vitesse de 20%. Alors nous, on a la chance d'avoir un DPI qui est assez qu'on utilise, on a tout protocolé informatiquement et derrière la machine, le dossier informatique, il gère un petit peu tout seul. Je vais vous montrer juste ça après. Si le TOF est à 0, on va diminuer de 20% et on réévalue à 1 heure chaque changement de débit et le TOF va faire toutes les 2 ou 3 heures si en absence de changement de débit. Alors nous, on a des petites formules de calcul qui sont intégrées dans le DPI. Voilà, on commence à 0,2 mg kilo/heure et si on baisse de 20%, on passe à 0,16 et le dossier de patient informatisé nous donne directement le débit. Pour ceux qui n'ont pas ces algorithmes informatiques, on avait créé cette petite feuille de calcul qu'on pourrait vous envoyer si vous voulez, quoi. Et ensuite, 5e point, c'est qu'on va adapter les doses d'analgésiques. Donc, en fait, on va réaliser une pupillométrie Algiscan à 2 heures, enfin, toutes les 2 heures. L'objectif, c'est d'avoir un score PPI, c'est Pupillary Pain Index, entre 3 et 4. Si le PPI est inférieur à 3, on va baisser l'analgésie de 20%. S'il est supérieur à 4, on va l'augmenter. Et on réévalue la douleur à 1 heure de chaque changement de débit. Voilà. Avant-dernière slide, mise à l'arrêt de la curarisation. On arrête le curare, on monitore la curarisation. Vous vous rappelez, T4 sur T1, c'est important. Même si on n'extube pas nos patients dans les 45 minutes après l'arrêt du curare, voilà, on s'est fait avoir, nous, dans ce cas-là. Donc, c'est toujours bien de contrôler T4 sur T1. On stoppe le monitorage de la curarisation. On retire le TOF scan et ses électrodes. Par contre, on poursuit la sédation un petit peu parce qu'on sait que la demi-vie du curare, du cisatracurium, c'est 45 minutes. Mais il peut y avoir des phénomènes de relargage. Donc, nous, on a décidé de poursuivre la sédation au moins 2 heures après l'arrêt de la curarisation. N'oublions pas qu'on est dans le cadre d'un patient en SDRA qui va rester sédaté encore quelques temps après l'arrêt des curares. Voilà. Pour terminer, dernière slide, les objectifs attendus, c'était la gestion et la sécurisation de l'administration des curares et de la sédation par l'équipe infirmière chez tous les patients curarisés. L'objectif, c'est l'objectivation du monitorage du curare, de la sédation et de l'analgésie. C'est diminuer la dose de curare administrée tout en gérant
tout en gardant une paralysie musculaire satisfaisante, ben, l'objectif, c'est que le patient se laisse ventiler par la machine. C'est important. Et d'ailleurs, pendant la crise Covid, en ayant pas mal communiqué avec le professeur Queneau à Dijon, etc., ils ont manqué beaucoup de curares. Nous, avec ce protocole-là, on a rentabilisé les doses de curares. On n'a pas manqué de curares du tout pendant la crise Covid. C'était quand même assez important. Et puis en plus, un TOF, une fois que vous avez acheté la machine, vous avez que les pastilles en consommable. Il n'y a rien d'autre. Hein, c'est pas comme le bis qui coûte quand même assez cher. Voilà. Et puis nous, ce qu'on aimerait, c'est aboutir à une étude un peu plus large pour essayer de valider ce protocole-là et d'initier ces appareils-là dans notre pratique quotidienne. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux questions, le monsieur. Bonjour, je m'appelle Émeric, je suis infirmier en réanimation à Paris. Et donc nous, c'est un peu, ça va revenir avec le topo d'avant. Nous, on n'utilise pas le sévoflurane, enfin on l'a utilisé une fois. Est-ce que la monitorisation, par exemple avec un SedLine ou un BIS, c'est efficace chez un patient qui a des gaz inhalés? Ouais, je pense que Mathieu, tu l'utilises, le BIS, dans le cadre du... Oui, alors enfin, ça rejoint complètement le topo de Laurent. Et encore une fois, merci et bravo Laurent, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le fait de se poser la question qui est importante, hein, et de se donner les moyens, de suivre les choses, de titrer au mieux chez nos patients, quand bien même on sait que ces méthodes-là ont des grosses limites. Il ne faut pas se voiler la face. L'utilisation du BIS chez les patients de réa, c'est pas terrible hein, par rapport à l'utilisation en anesthésie au bloc, où on a quand même plus de données et moins d'éléments pouvant parasiter les choses. Mais à défaut de mieux, effectivement, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'il vaut mieux rien ou quelque chose dont on connaît peut-être des limites, mais en tout cas qui nous fera réfléchir à chercher effectivement à avoir une sédation suffisante ou à espérer avoir une sédation suffisante. Et là aussi où Laurent a insisté tout à l'heure, c'est aussi le côté surdosage. C'est vrai qu'il y a un autre élément du BIS que vous pouvez voir, et ça doit être une alerte, c'est les bursts suppression, le ratio de suppression. C'est-à-dire que là, on est trop profond, on a mis à plat le signal électrique, et ça doit aussi nous alerter sur le fait qu'on est peut-être trop loin. Et juste pour rebondir quand même sur le côté de la sédation inhalée, c'est là peut-être, mais je dis ça parce que rien n'est prouvé, etc., mais nous on s'en sert quand même un peu, c'est là peut-être l'intérêt de la fraction expirée de ces agents halogénés dans des objectifs de sédation plus profonde, où à un moment on est RAS-5, on est RAS-5, quoi, ou a fortiori si on est curarisé et qu'on est pris à défaut sur nos scores cliniques. Par rapport à ta question, là moi je faisais une présentation dans le cadre d'un patient curarisé. C'est vrai que nous, le BIS, on l'utilise surtout chez les patients curarisés. Oui, nous aussi, pardon, je voulais préciser. Nous aussi, nous c'est Massimo, mais c'est pareil, mais ouais. C'est vraiment, nous on n'utilise que du propofol à l'heure actuelle, et que ce soit propofol ou sévoflurane, on peut l'utiliser, c'est pas censé être faussé par le gaz, quoi. Non. Enfin, en tout cas, il y a une grosse littérature en anesthésie qui dit que ça marche bien. En réa, l'extrapolation, elle n'est pas aussi bonne qu'on l'aimerait, mais ça reste quelque chose de relativement fiable. En tout cas, chez un patient donné, et les variations chez un patient donné, c'est surtout ça qui va nous intéresser, parfois plus qu'une valeur absolue. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, au premier rang ici. Bonjour, moi c'est pas vraiment une question mais c'est plutôt une remarque. En fait j'ai l'impression que quand on curarise les patients, on a une diminution du BIS sans forcément toucher à nos sédations. Et en tout cas quand on décurarise les patients, moi j'ai souvent des patients qui sont du coup avec un TOF A4 mais qui ont du coup un RAS élevé entre guillemets alors que j'avais un BIS qui était bas quoi, quand il était curarisé. J'ai beaucoup d'infirmiers dans l'équipe qui m'en parlent, n'est-ce pas Adeline? Je ne sais pas Mathieu, tu as une réponse à ça? C'est des choses qui peuvent probablement s'expliquer par la participation musculaire au signal de BIS qui est comme l'a rappelé Laurent tout à l'heure. C'est très troublant, enfin, ça nous est aussi arrivé nous, dans nos services, des patients qui d'un coup se retrouvent à des doses mais très très basses de sédation et d'analgésie, alors qu'ils avaient des doses élevées avant qu'on mette le curare. C'est un peu troublant quand même. C'est pour ça qu'il faut rester prudent quand même dans l'interprétation de ce BIS. Et parfois, peut-être dans ces cas-là, accepter, c'est pas très bien, mais de sursédater, en tout cas de prendre ce risque-là pour espérer, en tout cas qu'il soit suffisamment sédaté. C'est
peut-être, enfin Laurent l'a un peu illustré, mais c'était, si je me souviens bien, les Marseillais dans la salle peut-être diront le contraire si besoin, mais il me semble que c'était ça le rationnel d'utiliser par exemple une telle dose de curare de cisatracurium dans l'étude d'Acurasis. C'est que ça paraissait compliqué, si j'avais bien compris à l'époque, d'imaginer monitorer la curarisation de tous les patients dans une étude multicentrique, etc., et d'être très précis dans cette distinction-là. Et le choix a été fait finalement d'une dose plus forte, trop forte probablement, entre guillemets. Ça répondait à 95% des patients, c'est ça? Ouais. Et le doute autant qu'il bénéficie aux patients dans ces cas-là. Bah, c'est ça, c'est que nous, on nous demande souvent de baisser les sédations parce que le bis est trop bas. Sauf que, moi, j'ai toujours un problème avec ça parce que quand on met souvent le bis nous avant d'endormir, avant de curariser les patients, justement pour être sûr, même si on a d'autres traces, que notre patient est bien endormi avec un bis dans les objectifs. Et du coup, voilà. Ça veut dire que 12 heures après, le patient va diminuer de moitié les posologies de sédation. Voilà. Et quand on le décurarise, c'est la surprise, quoi. On est d'accord, on est un peu moins en aveugle, mais on reste en aveugle quand même, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et c'est là sûrement un champ de développement aussi technologique important pour des technologies futures, hein. Faut l'espérer. Une dernière question peut-être très courte, pour pas trop déborder. Bonjour, c'est juste une remarque aussi, parce que nous, on l'utilise depuis un moment, le bis et le TOF en réanimation polyvalente. Et en fait, on se retrouve souvent à réaliser que quand on a bien endormi, on met le bis avant de curariser. Et quand souvent, on a quand même un bis élevé, donc on continue à augmenter notre sédation. Et c'est en curarisant, souvent, que ça diminue. Et donc, en fait, il y a un effet, nos médecins nous disaient qu'il y a souvent un effet musculaire. Voilà, donc en fait, on s'y fie, mais voilà. Avec prudence, malgré tout. Merci beaucoup, Laurent, de ce topo.